Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Nous sommes au chapitre 6, page 113. Voilà, on a vu la dernière fois, Seth nous parlait du lien entre le moi intérieur et le moi extérieur en disant notamment que l'ego, donc qu'il a rattaché au moi externe, était supporté par des couches intérieures. Donc il savait, déjà il recevait les informations, il savait qu'il y avait ces informations qui existaient, et elles étaient même nécessaires, ces informations intérieures, pour maintenir les couches extérieures. Et on poursuit donc, c'était la fin d'un paragraphe. L'âme, l'entité, donc tout le sujet de ce chapitre 6. L'âme, l'entité n'est pas diminuée. Elle est au contraire augmentée par les réincarnations et par l'expérience des réalités probables, comme je l'expliquerai plus loin. Alors peut-être voilà une nouvelle occasion de refaire un point effectivement sur ces notions-là, du point de vue de Seth. Comme l'entité vit plein d'expériences à travers les personnalités, c'est donc cette notion d'entité que lui rattache, il trouve que le mot âme est celui qui est le plus proche au niveau du concept par rapport à ce que lui il propose. Sauf que nous, on peut avoir cette impression que l'âme, justement, est quelque chose de complet, de parfait, de figé, de fini, et que ce qu'on va expérimenter dans notre vie va diminuer quelque part, on va salir notre âme quelque part en faisant des péchés. Ou s'il y a la réincarnation, eh bien c'est comme si chaque réincarnation, chaque vie tronçonnait l'âme. J'ai l'impression que c'est ça auquel fait référence Seth dans cette phrase, en précisant que les réincarnations ne réduisent pas, ne diminuent pas l'âme. Le concept est inverse dans la proposition de Seth. Il dit que nous sommes une grande entité et que chacune de nos vies, de nos réincarnations, va justement, au contraire, déployer, explorer, multiplier l'expérience qui après se retrouve comme dans une sorte de boîte noire, une mémoire générale, comme un serveur d'ordinateur central auquel tous les autres serveurs les autres ordinateurs ont accès. Ils sont connectés à ce serveur et donc ils peuvent aller piocher de l'information et travailler de leur côté. C'est peut-être ça, effectivement, je cherchais une image la dernière fois, c'est peut-être cette image-là. Le serveur informatique qui est un ordinateur particulier, qui est spécialisé dans sa tâche justement d'aller donner l'information et de la récupérer. Donc lui, toutes ses capacités, son action principale, c'est de pouvoir échanger rapidement des informations avec d'autres ordinateurs qui sont périphériques, qui vont chacun vivre leur propre expérience, on va dire, à partir des données qu'envoie le serveur, et qui vont renvoyer de l'information au serveur. Et le serveur, si le travail est bien fait et que chaque ordinateur, le soir par exemple, sauvegarde toutes ces données sur le serveur, eh bien on voit que le serveur il grossit. D'ailleurs, la capacité, en tout cas les informations qui sont stockées sur sa capacité globale, eh bien, ça augmente. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter régulièrement les capacités des serveurs, parce qu'à un moment donné, la mémoire est saturée. Donc là, l'image, elle a ses limites, puisque l'entité, elle a pas de capacité minimale, elle va grandir. Au contraire, c'est comme si on rajoutait, quand on voulait, des disques durs supplémentaires pour cette capacité de serveur, et donc il a une mémoire infinie. Mais il va profiter, il va récupérer en tout cas toutes ces informations qui viennent de ces différentes vies pour que tout ça grandisse ensemble. Voilà, ça c'est vraiment un concept important que Seth rappelle quelque part dans cette fin de paragraphe d'une nouvelle manière. Et il va me dire qu'il va le réexpliquer un petit peu plus loin, donc il va détailler cette notion-là. Donc l'âme, l'entité n'est pas diminuée, elle est au contraire augmentée par les réincarnations
et par l'expérience des réalités probables, puisque quand on parle d'entités multidimensionnelles, il y a effectivement nous ce que l'on comprend, en imaginant que je suis qu'une des personnalités physiques qui va s'incarner, il y en a peut-être des milliers, et qu'en même temps, il y a d'autres réalités dans lesquelles mon entité est également en train d'expérimenter, mais que je ne perçois pas du tout, et que même j'ai du mal à concevoir, qui sont des réalités éventuellement non physiques, et que tout ça se passe en même temps. Donc oui, voilà, la réincarnation, les réincarnations, et les réalités probables, donc il y a les réalités parallèles, les mondes parallèles, puis les réalités probables, on reviendra dessus, j'en ai déjà parlé dans d'autres séances. Du coup, c'est cet ensemble d'informations qui fait ce qu'on appelle, qui forme en tout cas l'entité multidimensionnelle. C'est ça qui explique ce terme de multidimensionnel dont Seth parle régulièrement. Dans leur session, à Jen et Roberts, donc ils sont en train de dicter le livre, ils font une pause. Non, c'est pas vraiment une pause. Robert précise juste, il est 22h19, remarquez la quantité de matériaux livrés depuis 22h. C'est effectivement le début de leur session à eux, qui a commencé le chapitre 6. Donc il y a 2 pages à peu près complètes en 19 minutes. Et il continue, donc Seth a dicté dans le paragraphe suivant. Vous avez, dit-il, une conception si étroite de votre propre entité que vous allez jusqu'à la déclarer quasi stérile, tant vous insistez sur son unicité. Alors, vous avez une conception si étroite de votre propre entité que vous allez jusqu'à la déclarer quasi stérile. Vous la déclarez quasi stérile, tant vous insistez sur son unicité. Il y a, dit-il, je reviendrai sur cette phrase, là moi-même je suis en train de voir ce que je peux vous en dire tout de suite. La phrase suivante complète un petit peu. Il y a des millions de cellules dans votre corps, ce qui ne vous empêche pas de le considérer comme une unité et de penser qu'il vous appartient. Alors, oui, alors je pense là, ce à quoi Seth fait allusion, c'est le fait qu'on se trompe sur notre propre nature et que l'on imagine que quand on dit entité, on parle de ce que lui nomme la personnalité. Donc autrement dit, si moi je dis je suis Laurent et rien d'autre, je me connais entièrement, j'ai un corps limité, physique, que je vois, que je perçois, j'ai un mental, une conscience qui est rattachée à mon corps, qui dépend de mon corps. C'est peut-être ça, je pense, qu'il dit une conception si étroite de votre propre entité, que vous allez jusqu'à la déclarer quasi stérile. C'est ça, juste cette fin de phrase-là que je ne comprends pas. C'est-à-dire déclarer quelque chose comme stérile, tant vous insistez sur son unicité. Peut-être que dans cette phrase, c'est ça, moi je pense, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire on se focalise tellement sur ce que l'on perçoit dans la réalité physique, sans aller chercher des informations plus fines qui existent malgré tout. Juste, voilà, un exemple. Tout le monde sait qu'on allume une lampe avec de l'électricité. L'électricité ne se voit pas, mais personne ici, je pense, dirait que l'électricité n'existe pas. Parce que je ne la vois pas, je déclare qu'elle n'existe pas. Je vois les conséquences de l'électricité. Ça peut allumer une lampe, un ordinateur, on peut faire tourner un moteur, on peut faire plein de choses. Eh bien, c'est pareil, la vie en nous. Qui peut dire exactement la définition, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est si tout d'un coup, je meurs? Qu'est-ce qui était présent qui n'est plus présent? Est-ce que vraiment c'est uniquement l'électricité, comment ça s'appelle la bioélectricité qui maintient les neurones en place? Mais alors pourquoi tout d'un coup ça s'arrête? Est-ce qu'il y a une pile?
à l'intérieur qui s'est arrêté. Bon. Bref, voilà, je vais pas rentrer dans le débat, c'est juste pour illustrer le fait que il y a beaucoup d'éléments qu'on ne perçoit pas, une émotion. On ne perçoit pas une émotion, on ne voit que les conséquences de l'émotion. Et pourtant, tout le monde, je pense, dit oui, les émotions, ça existe. Eh bien, voilà, il part de ça, c'est-à-dire quelle est notre propre nature, qui est-on, qu'est-ce qu'on perçoit de nous, alors qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont rattachées à nous. Et donc, on va déclarer, alors le quasi-stérile, c'est ça, où voilà, j'ai du mal là aujourd'hui, tout de suite, à vous en dire plus. C'est-à-dire qu'on déclare notre entité quasi-stérile parce qu'on insiste sur le fait qu'elle est unique. Il y a des millions de cellules dans votre corps, ce qui ne vous empêche pas de le considérer comme une unité et de penser qu'il vous appartient. C'est un décalage, en fait. Voilà, il essaie d'exprimer un décalage, mais là, j'arrive pas à trouver un exemple ou une explication plus en détail. Il insiste sur le décalage entre tout ce qui nous constitue et le fait que malgré tout, on peut se rattacher à notre image. On peut s'identifier en tant que nous. Je vais reprendre peut-être une image, je pense que j'en ai déjà parlé. Je ne sais plus exactement là, le nom exact va m'échapper, mais je le mettrai en commentaire. Je crois que c'était dans la Grèce antique. Donc c'est un marin qui part sur la mer avec son bateau. Je crois que c'est après la guerre de Troie, donc je ne sais plus si c'est un des guerriers. Bon, voilà, peu importe. L'idée c'est que il part sur son bateau. Il considère que c'est son bateau. Mais ce bateau, à force de voyager, il va petit à petit s'abîmer. Et du coup, les planches vont être changées les unes après les autres. Jusqu'à un moment donné, des années plus tard, lorsqu'il revient au port, eh bien, toutes les planches ont été changées. Depuis celles qui étaient au départ. Et pourtant, on considère toujours que c'est le même bateau. Alors que c'est un bateau complètement différent. Il n'y a aucun élément qui était le même qu'au départ, mais on a gardé la forme, la structure, l'intention, et donc on considère que c'est le même bateau parce qu'on a changé en fait pièce par pièce régulièrement. Pour comparaison, notre corps, ça j'en avais parlé, ça je m'en souviens, et j'avais retrouvé la source qui précisait ça. Notre corps, c'est pareil, se régénère en permanence, des cellules meurent en permanence, elles sont éliminées ou recyclées, récupérées. En tout cas, ce qu'on peut récupérer est récupéré, ce qu'on évacue est évacué. Et il est a priori reconnu maintenant qu'au bout de 7 ans, l'ensemble des cellules dans notre corps, à part peut-être quelques parties particulières, je crois dans les yeux, il y a quelques cellules voilà, qui sont un peu plus longues, mais globalement, toutes les cellules dans notre corps sont mortes et ont été renouvelées en 7 ans. Et pourtant, au bout de 7 ans, je me considère toujours comme étant Laurent, 7 ans plus tard, alors que je suis complètement différent. J'ai un point de vue sans doute différent sur plein de sujets, donc je pense différemment, je vis différemment, je peux avoir changé mon mode d'habitude, je peux avoir déménagé, mais les gens me reconnaissent en tant que Laurent, alors qu'aucune cellule qu'ils ont vue il y a 7 ans n'est la même. Je suis complètement différent. Voilà. C'est peut-être un peu, en tout cas à travers ces exemples-là, je réillustre le fait qu'on peut se percevoir comme une personne, alors qu'il y a en fait plusieurs enveloppes. Alors en plus on peut voir voilà les enveloppes par exemple subtiles du corps, énergétiques, etc., psychiques, émotionnelles, mais que Seth nous explique en plus qu'il y a donc beaucoup d'autres nous. Il y a plusieurs autres personnalités. Donc, qui se dirait chacune, je suis moi unique. Voilà. Donc pour ça, je vous réfère aussi à d'autres séances qu'on a eues avant. Voilà. J'ai l'impression que cette phrase-là fait référence à ça et qu'il y a donc un décalage entre ce que l'on perçoit et ce que l'on est réellement. A priori, ce serait ça. Il continue dans la phrase suivante en disant « Vous le formez, donc votre corps, vous le formez de l'intérieur vers l'extérieur. » Et ça, c'est une phrase qu'il va répéter plusieurs fois, il va insister dessus.
Et alors, moi, j'ai pas encore compris exactement ce qu'il voulait dire, sauf peut-être la notion de moi interne et moi externe, mais il insiste souvent en disant quand on forme quelque chose, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, ce que j'en ai compris, c'est que la partie la plus importante de nous est le moi interne, qui est en grande partie inconscient, que cette nous invite à travers différents exercices à retrouver, donc il nous invite à nous reconnecter de plus en plus à ce moi interne, parce que ce moi interne est lié directement, ou plus directement en tout cas, avec notre entité, et nous permet donc de recevoir des informations moins déformées que ce qui passe par notre cerveau, donc par notre ego. On avait vu ça là, c'était la dernière fois, on avait parlé de l'ego. L'ego qui est une sorte d'interface avec le monde physique, donc qui est le garant que notre corps, justement, reste intègre, ne soit pas détruit par la réalité physique. Donc il a plein de règles, il doit respecter plein de règles, qui sont les règles qu'on se donne, nous tous, en commun, sur cette réalité physique. Donc l'ego, il sert à ça. Et donc de se reconnecter à notre moi interne, nous apporte des informations plus fiables pour atteindre plus rapidement, plus facilement, plus directement l'objectif que le moi interne, que notre entité en tout cas, s'est fixé dans notre vie et dont le moi interne est plus au courant que le moi externe. Donc c'est pour ça que je pense qu'il insiste souvent sur cette notion-là. Donc c'est bien le moi interne, le côté psychologique, les pensées qui vont créer l'extérieur, en fait, depuis l'intérieur. Vous le formez de l'intérieur vers l'extérieur, virgule. Mais vous le formez à partir d'une substance vivante. Et la plus petite de ces particules possède sa propre conscience vivante. Chacune de mes cellules, on l'avait déjà expliqué, chaque atome a déjà une forme de conscience. C'est peut-être pas le même niveau de conscience de ce que j'ai en tant que personnalité globale, mais chaque atome a déjà une forme de conscience puisque la conscience forme la matière. Il n'y a pas d'atome s'il n'y a pas de conscience de l'atome. C'est le b.a.-ba de ce que Seth nous explique. Tout ce qui est dans cette réalité physique existe d'abord sous forme de conscience. Donc chaque cellule de notre corps est composée d'une certaine forme de conscience, et en plus chaque atome est formé de sa propre forme de conscience. Je pense que ce n'est pas, encore une fois, des niveaux de conscience équivalents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, peut-être que le niveau de conscience devient plus développé, plus évolué, plus complexe, plus complet. Ça, c'est fort possible. Je ne crois pas que le détail à ce niveau-là, ou l'explique en tout cas de cette manière-là. Je crois qu'il parle de forme de conscience, malgré tout, ou de niveau de conscience. Mais donc, je suis constitué d'un corps dans lequel chaque atome a sa propre forme de conscience, chaque cellule a sa propre forme de conscience. On sait maintenant en plus qu'il y a plusieurs cerveaux dans le corps, c'est-à-dire plusieurs amas de cellules grises, de neurones. Le cerveau, au niveau du ventre, est important, très important. Je crois que le nombre de neurones est à peu près le même que dans la tête d'un gros chien. Et donc il y a un lien, donc c'est vrai qu'on prend conscience de plus en plus que notre ventre, donc également les messages qui sont fournis par les bactéries dans nos ventres, enfin les micro-organismes, les différents micro-organismes, pas que des bactéries, virus, champignons, etc., qui sont dans notre ventre, vont sans doute pouvoir émettre des signaux qui vont être captés par des récepteurs au niveau de notre ventre, et notre ventre va envoyer des informations à notre cerveau principal, et va induire sans doute des réactions, va induire peut-être des impulsions. J'ai envie de manger ça, tout à coup, il faut absolument que je suis attiré par telle ou telle chose. On va penser que ce sont des impulsions, c'est du plaisir, tout ça, mais en fait c'est peut-être juste, là j'ouvre une parenthèse, c'est peut-être juste un signal d'une bactérie qui dit moi pour vivre j'ai besoin, je sais pas quoi, de sucre, je vais demander à ce que le corps mange du sucre pour qu'après recevoir du sucre. Voilà. Je referme la parenthèse. En tout cas, il y a plein de formes ou de niveaux de conscience à tous les niveaux, à toutes les échelles de notre corps,
Et donc nous sommes beaucoup plus complexes que ce qu'on peut penser au départ, nous sommes beaucoup plus nombreux quelque part, donc c'est ce côté unique, où Seth nous dit, mais là, voilà, vous vous trompez complètement de conception, de concept en tout cas sur votre corps, la conception que vous avez de votre corps est erronée, parce qu'il est fabriqué par plusieurs consciences, des millions de consciences. Voilà. Nous sommes finalement un amas de cellules conscientes. Donc voilà, je redis, il y a des millions de cellules dans votre corps, ce qui ne vous empêche pas de le considérer comme une unité et de penser qu'il vous appartient. Vous le formez de l'intérieur vers l'extérieur, à partir de notre conscience, c'est moi qui le rajoute, mais vous le formez à partir d'une substance vivante, et la plus petite de ces particules possède sa propre conscience vivante. Je continue. Il y a des agglomérations de matière, virgule, tout comme il y a des agglomérations de conscience. Et là aussi, je me répète, mais il relie les deux puisque la conscience crée la matière. Tiret. Et chaque conscience est individuelle, elle a sa destinée, ses capacités et ses potentiels propres. Ben voilà, ce que je venais de dire à l'instant, effectivement, c'est une manière dont Seth va expliquer qu'il y a différents niveaux de conscience. Chaque agglomérat de matière est donc lié à un type de conscience particulier. Et donc il dit que chaque conscience est individuelle et a sa propre destinée, donc son objectif d'existence, ses propres capacités et ses potentiels propres. Votre entité, dit-il, ne connaît pas de limites. Votre entité ne connaît pas de limites. Je reviens à l'exemple du serveur informatique dont je parlais avant. Là, je suis en train d'hésiter en me demandant, est-ce que peut-être que la notion d'un serveur informatique, ça parle pas à tout le monde? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un petit schéma? Peut-être brièvement, voilà, juste parce que ça peut illustrer quand même effectivement ce dont je suis en train de parler. Un serveur informatique. Voilà, je vais peut-être ouvrir des portes déjà ouvertes pour la plupart des personnes, mais je préfère redire des choses évidentes que peut-être donner des exemples qui finalement ne parlent pas à tout le monde. Voilà, oups, il n'a pas marqué au début. Ceci, c'est le serveur. Donc c'est, pour être clair, ça peut être un ordinateur assez classique. Il n'a pas forcément besoin d'un écran, il n'a pas besoin d'une souris, d'un clavier, puisque globalement, 99% du temps, quand tout fonctionne bien, il fonctionne tout seul quelque part. C'est-à-dire que lui, il est allumé 24 heures sur 24. Son rôle, c'est de stocker des informations et d'avoir un bon débit entrant-sortant avec les ordinateurs qui lui sont connectés. Il peut être connecté ou pas à Internet, donc au reste du monde, ou bien être un serveur un serveur privé, donc dans une structure fermée, une entreprise par exemple. Ce serveur, il a, on va dire, voilà, une interface, donc lui il est relié directement, avec une interface, je ne rentre pas dans le détail informatique, c'est absolument inutile, qui va lui pouvoir être relié de plusieurs façons différentes à des ordinateurs. Quand on parle de réseau, c'est ça. Voilà, donc à chaque fois, il y a un ordinateur, donc c'est un câble Ethernet, ça s'appelle. Voilà, la prise que tout le monde connaît maintenant, la prise, c'est la même qu'une prise Internet. À partir de ça, d'ailleurs, on peut aussi récupérer. On peut avoir Internet qui arrive dans le petit boîtier qui est redistribué à tout le monde, par exemple, donc on peut mettre en commun. Voilà, bon, vous comprenez le système, je pourrais comme ça ouvrir grand un arbre, toute une arborescence. Les ordinateurs sont eux-mêmes reliés entre eux ou pas, ça c'est des paramètres. Ça c'est le fonctionnement un peu général d'un serveur informatique. En tout cas, moi, ce que j'en ai compris,
si je dis pas trop de bêtises. N'hésitez pas à rajouter des commentaires, si vous avez des éléments à rajouter par rapport à ma compréhension. Donc voilà, ce petit boîtier, c'est une sorte de boîtier d'interface. Et la similitude que je faisais, c'était avec donc l'entité, sachant qu'encore une fois, à chaque fois que je donne une image, un exemple, ça ne représente pas 100% de ce que j'aimerais représenter, parce qu'il y a plein de paramètres derrière qui modifient. Il y a l'image que vous en avez, et puis il y a la réalité elle-même de l'objet, qui n'est pas exactement ce que je représente. Mais voilà, si ça peut apporter une certaine une dose d'explication particulière sur le focus que je fais là, tout de suite, sur comment sont reliées les différentes parties entre l'entité et les personnalités, voilà, ça sert juste à ça. Donc chacun des traits, c'est un câble, ça fonctionne dans les deux sens. Décidément aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça marche pas très bien. Donc, chacun des traits va fonctionner dans les deux sens. Il veut pas. Hop, faut que je sois un peu plus lent. L'ordinateur est un peu fatigué. Donc, l'information rentre, sort et circule. Si on imagine que chacun des ordinateurs, ce serait décidément. Hop, et bon, pas grave, voilà, PPPPP pour personnalité. Et ça, ce serait du coup l'entité. Le serveur représenterait l'entité et chacun des ordinateurs représenterait une personnalité. Eh bien, il y a cette circulation d'informations, on en avait parlé, par le moi interne, donc on peut imaginer là aussi pareil, voilà, il y a un petit boîtier ici qui est la partie moi interne qui va se relier à l'entité, en tout cas, bon, là je simplifie, en tout cas à l'entité, et il y a la partie visible qui est le moi externe. Le moi externe, ça peut être justement le clavier, la souris, l'écran, ce qu'on voit de l'ordinateur avec lequel on rentre en interaction. Nous vivons plusieurs expériences parallèles, mais Seth nous dit qu'il y a moyen de revenir, je crois qu'il utilise à un moment donné la notion de boîte noire, de revenir dans la boîte noire générale, d'avoir accès à notre boîte noire générale de l'entité, et même à la boîte noire générale de l'humanité. C'est-à-dire qu'au-dessus, notre entité, elle, c'est pareil. Notre entité, c'est comme si c'était un P et qu'elle est reliée également à une entité qui est au-dessus. C'est un système de pyramide, j'en avais parlé aussi. J'y reviendrai, détaille ça dans un chapitre, il me semble, un peu plus loin, donc on verra ça à ce moment-là. Mais imaginez en tout cas qu'il est également relié à la boîte noire générale de l'humanité globale. Bon, décidément, c'est pas le jour pour utiliser... Hop, voilà, l'humanité générale. Ce qui fait que chaque personnalité a accès à toutes les informations de tous les êtres humains. Il faut simplement être dans un état particulier de conscience pour pouvoir recevoir ces informations et être connecté. Ça, c'est pour illustrer le fait que notre entité n'a pas de limite. Là, le schéma que je vous montre, c'est pour dire qu'on peut rajouter autant qu'on veut d'ordinateur, on peut rajouter autant de mémoire qu'on veut à l'intérieur. L'entité elle-même n'est pas limitée dans ses capacités, et en plus, comme elle est connectée à l'humanité de manière générale, elle a donc accès à tout. Et c'est ça dont Seth est en train de parler. Une image, en tout cas, que je vous propose pour comprendre ce dont Seth est en train de parler. La phrase n'est pas terminée, il y a un point-virgule. Votre entité ne connaît pas de limite. Comment votre entité, votre âme, pourrait-elle être limitée par des barrières qui l'enfermeraient et la priveraient de sa liberté ? Il faut comprendre que la notion d'entité de Seth, comme je disais, et je vais le répéter plusieurs fois, dépasse le concept en tout cas qu'on peut avoir de l'âme. C'est pour ça qu'il utilise un autre mot,
Et c'est pour ça qu'il définit ce que c'est l'entité de son point de vue. Et donc c'est un concept différent, légèrement différent de l'image qu'on peut avoir de l'âme. Selon Seth, notre entité ne connaît pas de limite, elle a une liberté absolue, elle a des capacités absolues, illimitées. C'est uniquement nous-mêmes, chaque personnalité, qui nous mettons nos propres limites, notamment avec l'ego, pour respecter la règle du jeu de cette réalité en 3 dimensions. Fin de ce paragraphe. Seth va leur proposer de faire une pause, 22h24. Jen reprend avec le même débit rapide à 22h33, donc voilà une pause de 9 minutes. Et donc j'enchaîne. Maintenant, Seth reprend. L'âme est souvent perçue comme un joyau, destiné à être finalement présenté en cadeau à Dieu. Ou encore, comme certaines femmes considéraient autrefois leur virginité, quelque chose qui a une grande valeur et qui est destiné à être perdu. Cette perte représentant un beau cadeau pour celui qui la reçoit, qui le reçoit. Voilà. Seth nous redit, il avait dit au début du chapitre, je vais déjà commencer par enlever des images, des définitions qui sont fausses par rapport à l'âme. Donc là, c'est un exemple. Il nous dit ici que l'âme, l'image qu'on peut avoir de l'âme, donc tout de suite, comprenez en même temps, traduisez que l'entité ne fonctionne pas de cette manière-là. L'âme peut être perçue, en fonction des traditions, des religions, du contexte dans lequel on s'en sert, comme quelque chose de précieux. C'est un joyau, peut-être même ça nous a été donné par Dieu, et du coup on le rend à la fin de notre vie, par exemple. Quelque chose de vraiment précieux, qui est présenté en cadeau à Dieu. Et c'est aussi pour ça, peut-être, de ce que je comprends, qu'il ne faut pas avoir péché. C'est-à-dire que ça, le péché, j'ai l'impression, moi c'est mon image qui m'est propre, donc qui est fausse, dans un certain contexte, j'ai un peu cette image que si on fait des péchés, ça va salir, tacher notre âme. Et quand on la rend à Dieu, elle est pas propre. Alors que on nous invite à avoir une vie vertueuse pour garder notre âme propre. Et quand on la rendra à Dieu, elle sera propre. Bon, voilà, c'est une image, moi, que je peux avoir. En tout cas, c'est ce qui peut être véhiculé, en tout cas. L'autre image qu'il présente, c'est c'est intéressant, je pense que ça parle, donc l'image des femmes qui pouvaient considérer leur virginité comme un cadeau aussi, un présent, qu'elles devaient garder peut-être jusqu'au mariage et conserver pour le seul amour de leur vie. Bon, voilà, là aussi, c'est une image que je peux avoir en tête. Quand je lis ces phrases-là, ça me fait un petit peu penser à ça. Quelque chose qui a une grande valeur, dit-il, et qui est destiné à être perdu, et cette perte représentant un beau cadeau pour celui qui le reçoit. Il continue, paragraphe suivant. De nombreuses philosophies conservent cette notion de quelque chose de précieux. L'âme est restituée, et c'est ça aussi, un retour, c'est un cadeau qui revient. De nombreuses philosophies conservent cette notion. L'âme, dit-il, est restituée à son donneur premier. Ou bien elle se dissout dans un état nébuleux, quelque part entre l'être et le non-être. Donc là, toujours, l'image qu'on peut avoir de l'âme, et Seth nous dit que lui, ça ne lui convient pas. Pourtant, l'âme, dit-il, affirme-t-il, lui, de son côté, l'âme est avant tout créatrice. Donc c'est plutôt sa notion d'entité. On pourrait remplacer dans sa phrase, l'entité est avant tout créatrice. C'est son cœur, c'est sa motivation initiale. Il l'avait déjà dit plusieurs fois, l'âme est là pour créer. Nous sommes une conscience avant tout qui a envie de créer différentes choses, dont la vie que je suis en train de vivre. On peut la considérer de bien des points de vue. On peut, jusqu'à un certain point,
en décrire les caractéristiques, point virgule, et d'ailleurs la plupart de mes lecteurs pourraient les découvrir par eux-mêmes s'ils étaient suffisamment motivés, si c'était là leur souci premier. Donc, l'âme est avant tout créatrice, on peut la considérer de bien des points de vue, on peut jusqu'à un certain point en décrire les caractéristiques. C'est-à-dire que chacune d'entre nous a la capacité en lui, en elle, d'aller chercher, explorer, comprendre, découvrir comment fonctionne sa propre entité, quelles sont ses caractéristiques, qui nous sommes fondamentalement, notre vraie nature profonde complète, au-delà de ce qu'on en perçoit directement, au-delà de cette réalité physique, nous pouvons y avoir accès. Et d'ailleurs, précise-t-il, la plupart de mes lecteurs pourraient les découvrir par eux-mêmes. Donc la plupart, ça c'est quand même dans la phrase quelque chose de fondamental, je ne l'avais pas encore souligné, c'est que Seth considère peut-être qu'il y a au départ des capacités minimales à avoir pour faire certaines choses. Il a par exemple plusieurs fois expliqué que Jen avait une capacité particulière à se défocaliser de la réalité physique et que c'est cette capacité qu'il utilisait pour pouvoir justement prendre contact avec elle et pour pouvoir dicter des messages depuis lui, son environnement. C'est tout ce qu'on a vu dans le début du livre. Et bien là, c'est peut-être pareil, c'est qu'en fonction de ce qu'on a choisi d'expérimenter dans cette vie-là, on arrive avec des capacités particulières et que donc la plupart des lecteurs, donc peut-être déjà la plupart des gens qui sont arrivés à la page 114 du livre, qui se posent des questions et qui s'intéressent à leur vraie nature profonde, ont peut-être déjà à la base des capacités qui peuvent être encore cachées. Si vous n'avez rien senti encore d'extraordinaire, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des capacités latentes en vous. C'est juste que pour le moment, elles sont inhibées encore, par l'ego notamment, a priori, si j'ai bien compris. Mais dès demain, si vous avez une illumination, si vous focalisez, si vous expérimentez, si vous continuez à chercher, les inhibitions, ça se lève, les croyances se changent. Ce sont les croyances en général qui nous limitent dans ce qu'on fait, dans ce que l'on peut faire. Donc il est possible de changer nos croyances, donc il est possible de recouvrir des compétences, des caractéristiques, des capacités uniques, particulières, extrasensorielles. Jen dirigeait des cours de perception extrasensorielle. Et les gens qui venaient ont la plupart découvert des choses, il reste encore des vidéos, des témoignages, il y a des gens qui sont encore vivants, qui ont vécu ces séances-là. Donc Seth insiste, la plupart de mes lecteurs pourraient les découvrir, donc toutes ces caractéristiques de leur propre entité, leur âme. Ils pourraient les découvrir par eux-mêmes, mais s'ils étaient suffisamment motivés, il y a quand même forcément une focalisation à faire, du temps, de l'énergie à passer dessus, une intensité. Nous créons dans notre futur ce vers quoi nous focalisons notre attention et notre énergie. Donc voilà. Si c'était leur souci premier, s'ils étaient suffisamment motivés, alors peut-être que petit à petit, ils pourraient découvrir plus clairement les caractéristiques de leur propre entité. Et je vais faire une pause dans cette séance avant donc de reprendre dans quelques minutes. On se retrouve tout de suite.